Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour Médias Canafi, bonjour à tous. Écoute, ça va bien, et toi ? Pas mal, écoute, on va vous le répéter moult fois, mais c'est la dernière émission avant l'été. Ce n'est pas la dernière émission de la saison. La saison pour les podcasteurs, c'est de calendaire, hein, janvier à décembre. Alors qu'habituellement, les saisons, c'est septembre plutôt scolaire. On est des grands originaux, hein. Oui. Après, on prend nos vacances en même temps que tout le monde aussi. Donc, finalement, est-ce qu'on serait pas dans un rythme classique saisonnier ? Je ne sais pas. Finalement, qui a tort ? À vous d'en décider. Au programme de cette émission, une chronique thématique un petit peu spéciale pour ce dernier épisode avant les vacances. On peut dire que c'est la fin de l'occasion, la fin des Arlésiennes, la fin des générations, la fin des temps, ou en tout cas la fin d'une époque. Nico, c'est ce que tu vas nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur une demi-douzaine de jeux. Une demi-douzaine, c'est toujours l'expression un petit peu ronflante, qui va un petit peu gonfler un chiffre. Moi, en l'occurrence, cette demi-douzaine, c'est même pas 6, c'est 5. Mais bon, à vous, ça t'a impressionné quand même. Alors que ça soit Nico ou moi, ça sent un petit peu l'été, ce Red Alert. On vous refourgue un petit peu tout ce qu'on avait en réserve depuis quelques temps. Ça sera donc un Red Alert, pas trop alerte, un petit peu de chill, un épisode guinguette, comme la plupart des bars. Il y a des guinguettes partout. En tout cas, voilà, on espère que ça sera intéressant pour le coup. Vous retrouvez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur pas grand chose. L'actu est aussi en vacances, semblerait-il. Est-ce que t'as un truc qui te vient en tête là ? Non, mais ouais, c'est vrai que c'est calme en ce moment et c'est cool parce qu'il y a des alternances, tu vois, entre calme et volupté, quoi. C'est calme et cool, c'est un petit peu la thématique. Nico, est-ce que t'es motivé ? C'est toi qui garde le mic et qui le prend pour la première chronique qui va nous parler de la fin des temps. La fin d'une époque. Qui sait, peut-être, je sais pas. Vu comment l'actu se profile, on sait jamais. Donc tu l'as dit, c'est un peu la dernière chronique avant l'été, donc c'était l'occasion de faire le bilan. Revenir sur quelques habitudes et changements qu'il y a eu dans l'industrie depuis quelques années. Alors certains changements positifs, d'autres moins. Et avec un ton, comme tu l'as dit, red guinguette, donc un peu plus léger, tranquillou. Et on va se souvenir un peu tous ensemble. Donc souvenez-vous d'une époque où on regorgeait d'Arlésiennes. Alors les Arlésiennes, c'est ces jeux qui sont teasés, annoncés ou même un petit peu discutés dans le monde de l'industrie vidéoludique et qu'on attendait un peu sans espoir en se disant ça y est, c'est cramé, on ne verra plus jamais ces jeux sortir. Et au final, on a eu droit à Shenmue 3, au fameux 3e Monkey Island de Ron Gilbert. Alan Wake 2 va arriver. On a eu Duke Nukem Forever, Half-Life Alyx, FF15, Last Guardian et même FF7 Remake. Autant dire que voilà, c'est des titres qu'on n'attendait pas forcément. Donc rendez-vous compte, Shenmue, 18 ans d'attente entre 2 épisodes. Duke Nukem, ça a pris quasiment 15 ans de dev avant de voir la suite. Comme quoi, dans le jeu vidéo, la patience, elle a du bon. Donc, c'est un message d'espoir, j'ai envie de communiquer. Soyez patients, les choses finissent par arriver. Alors, il reste justement de l'espoir, pour certains qu'on attend aussi depuis longtemps. Stalker 2, qui devrait arriver l'an prochain, si tout va bien. Le premier était aussi un petit peu une Arlésienne à son époque, donc eux, ils sont... Tout à fait. Dead Island 2 aussi, alors lui, on l'attend depuis un bail, on avait vu un trailer, et depuis, il est valdingué de développeur en développeur. Beyond Good and Evil 2 aussi, là, ça commence à faire un petit peu lui aussi. Je sais pas si c'est pas lui le champion maintenant qu'on attend depuis le plus longtemps. Est-ce qu'on y croit encore ? Écoute, oui. Donc, oui. Donc c'est pas annulé. Puis comme on l'a dit, la patience a du bon. Il faut y croire. Est-ce qu'on a envie d'y croire ? Ça, c'est notre question. C'est une autre question. Le seul où, voilà, c'est un peu pour moi dossier classé, StarCraft Ghost. Ah, lui il est foutu. C'est dead. Bon, il a pas trop fait parler de lui depuis. C'est vrai qu'il y a eu StarCraft 2, les différentes versions. Est-ce que tu as parlé d'un jeu d'Ubisoft Parce que tu parles de Beyond Good and Evil 2, mais il y a Skull and Bones qui lui aussi, ça y est... Skull and Bones qui semble sortir du bois ou au moins de l'eau dans laquelle il se noyait depuis des lustres. Donc voilà, c'est cool, tu vois, la patience dans le jeu vidéo, un message important, il ne faut pas être impatient. Non, c'est sûr, mais est-ce que les joueurs, nous, on concourt pas aussi à ces Arlésiennes, dans le sens où Shenmue 3 est enfin sorti, et est-ce qu'on n'est pas les premiers à vouloir mettre 10 balles dans la machine pour dire, bon, Shenmue 4, c'est quand Yu Suzuki, go for it. Ouais, mais on a mis des pièces dans la machine justement pour Shenmue 3 sorte. Shenmue 3, on y a mis. Donc on est un petit peu aussi co-responsable de ça, je trouve ça plutôt cool. Je pense qu'il faut remercier Nintendo concernant les Arlésiennes, parce que grâce à Nintendo, il y a au moins un Bayonetta 3, bon, au moins qui peut-être en devient une vraie Arlésienne, Metroid Prime 4, merci Nintendo aussi, il y a des trucs... Il commence aussi, il y avait eu Mother 3 à l'époque aussi, qui finalement était ressorti sur des GBA, donc voilà, si vous attendez un jeu avec envie, dites-vous que rien n'est perdu. En tout cas, ça se fait de moins en moins. À l'époque, Arlésienne, en tout cas dans le jeu vidéo, nous a permis d'apprendre un mot, je suis pas sûr que... Je sais pas si on l'emploie beaucoup dans d'autres domaines, mais
C'est un vocabulaire assez En tout cas, je suis d'accord quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la fin d'un cycle sur ça, les choses arrivent et c'est dur de remettre en banque d'autres arlésiennes. Souvenez-vous, dans Red Alert numéro 2, je vous parlais de la fin des générations de consoles, à savoir que aujourd'hui, en tant que joueur, tu te trimballais un petit peu ton compte joueur à toi, auquel étaient liés les jeux que tu avais achetés, et que tu allais passer de machine en machine pour récupérer un petit peu ton back catalogue. Donc ça, c'était plutôt une bonne innovation. Et on va maintenant parler de ces jeux justement plus précisément, en prenant pour exemple la licence GTA, donc assez famous. Hein. Par exemple, sur la génération PS2, tu as eu droit à 3 épisodes de GTA, donc GTA 3, Vice City et San Andreas. Sur la génération suivante, donc PS3, Xbox 360, tu as eu GTA 4 avec ses 2 DLC et GTA 5. Et depuis, tu as eu droit à GTA 5 à nouveau sur PS4, Xbox One et sur PS5, Xbox Series. Donc le même jeu ressorti sur 3 générations de consoles. Et on attend toujours GTA 6. Donc là-dessus, on voit que Skyrim, c'était un petit peu pareil, sorti sur 3 générations de consoles. Witcher 3, sorti sur la génération précédente, qui va revenir aussi sur les consoles next-gen en fin d'année. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ces jeux, à chaque fois qu'ils ressortent, ils continuent de faire l'événement, ils continuent de faire parler, ils continuent de se vendre. Donc c'est assez marrant de constater que c'est un peu terminé l'époque où c'est, tu vois, les consoles et les cycles de consoles qui bornaient un petit peu les générations et l'apparition des grosses licences, où t'avais, je sais pas, pour Naughty Dog que t'aimes bien, le cycle Crash Bandicoot, le cycle Jak and Daxter. Ouais. On voit aujourd'hui qu'on n'est plus là-dedans. C'est vraiment maintenant les jeux qui dictent le rythme. Alors notamment, c'est dû au fait que les consoles, elles évoluent un petit peu à la marge. Donc c'est plus comme, je sais pas, du temps de la Mega Drive où les mecs programmaient le jeu pour tirer profit de la console. Là, c'est vrai que c'est des composantes qui sont améliorées, donc tu peux prendre la même base et faire la version un petit peu next-gen de ton jeu. C'est aussi le temps que l'adaptation d'un hardware vers l'autre, en fait, c'est beaucoup plus facilité. Et la durée des développements, du coup, c'est rallongé malgré tout. Donc là aussi, GTA 6, ça prend du temps à sortir parce que ça prend du temps à se créer tout bêtement, quoi. C'est des monstres, les jeux. Donc aujourd'hui, t'as les gros jeux qui persistent sur des années, aussi parce qu'ils restent techniquement à la hauteur. Tu vois, on peut prendre l'exemple de Uncharted 4, sorti en 2016, donc ça fait 6 ans. Il est trop beau. Tu le prends aujourd'hui, il est trop beau. Il est tout à fait moderne et en 2022, il va pas dénoter, même si on a eu droit à une version un peu boostée sur PS5. Idem pour les gros jeux indés qui continuent de faire l'actu et qui vieillissent pas trop. Un Hollow Knight, c'est pas plus con d'y jouer aujourd'hui que d'y jouer à l'époque de sa sortie, donc là-dessus pas de problème. Ouais. Donc voilà, on a cette fin d'un peu des générations qui se confirme, et surtout, et ce qui est à mon sens le plus cool, le plus important, c'est que nos jeux deviennent un petit peu intemporels. Donc on avait toujours ces débats, et notamment sur les remakes, de se dire mon jeu qui est sorti il y a 10 ans, aujourd'hui il est injouable parce que la techno a évolué, parce que le jeu vidéo évolue. Aujourd'hui, c'est un peu triste de se dire qu'on atteint peut-être un palier, et donc on n'aura plus jamais ces chocs de transition de génération, ou que même on n'aura pas forcément des innovations de dingue entre deux gènes, mais ton jeu il est toujours pertinent aujourd'hui, et je trouve qu'en tant que, déjà pour les devs c'est cool de se dire que ton jeu il a pas une date de péremption immédiate, et pour nous en tant que joueur aussi c'est une bonne nouvelle, quoi. On s'en moquait, comme les Skyrim qui ressortent sur téléphone portable, calculette, Apple Watch, enfin à Skyrim tu peux y jouer. C'est devenu un peu un gag, ouais. Absolument, surtout c'est rigolo. Là je suis d'accord avec toi sur la fin des générations, mais là d'après ce que tu dis c'est presque même la fin des sagas. C'est que GTA 5 a signé la fin des GTA, le 6 où il est où, et en fait c'est ces jeux-là en fait qui se transfugent du coup d'une génération à l'autre. Et par exemple on n'en sait pas grand chose encore, mais Assassin's Creed et Assassin's Creed Infinity, un petit peu de la même façon, on va faire pas un point final mais un point virgule en disant là voilà, c'est un nouveau jalon, et maintenant il y aura peut-être pas forcément de nouveaux Assassin's Creed, ça va être une espèce de hub métavers comme on dit à la mode, et où nous ce qu'on aimait à l'époque d'avoir ces grands jeux canoniques aligné aux générations, finalement ça c'est un petit peu fini. Après on râlait aussi pour les licences saisonnières qui revenaient chaque année. Est-ce que c'est pas un coup de karma qu'on se prend dans la gueule là? Ouais, et c'était pas préparé, mais encore une fois, Nintendo, peut-être les derniers garants de ça, depuis l'ère 3D des Zelda, tout ça, c'est vrai qu'on aimait bien dire qu'il y avait un Zelda par génération, un Mario en 3D par génération, parce que les 2D, ils se sont fait plaisir, fut un temps, mais moi je sais pas, alors c'est peut-être aussi un petit peu vieux con, mais dire que voilà, ce Zelda, ce Mario Kart, il y avait à chaque fois un épisode de chaque grande licence par génération de console. Et Mario Tennis, Mario exactement. Golf, tout ça quoi. Mais là Nintendo, la Switch aussi là commence à glisser, à avoir une durée de vie bien trop longue. La Switch, faut y aller. Et est-ce qu'il va y avoir une Switch 2, Switch Plus? Est-ce que du coup ça va un petit peu effriter comme ça, tout va devenir
tient plus pour eux, quoi. Je sais pas, on sait pas. Et en tout cas, tu vois, enfin, j'ai dû aller vérifier parce que je me suis dit, putain, GTA 5, il est vraiment sorti sur PS3. Je trouve que dire ça aujourd'hui, ça me paraît hallucinant, quoi. Il y a 2 générations, quoi. Mais là, il y a la version avec la mise à jour PS5 qui est sortie, et j'avoue, elle est téléchargée, elle est prête à être jouée, et je suis très très curieux, parce que je l'avais lancé à sa sortie, voir si aujourd'hui, il tient la route, alors peut-être pas graphiquement, malgré la mise à jour technique. Ça a pas l'air dégueulasse non plus. Ça a pas l'air, parce que bon, il y a des modes de GTA 5 sur PC, c'est le plus beau jeu de la Terre, mais c'est pas ça dont il est question en l'occurrence, mais de voir, voilà, si en tant que jeu, son game design, tout ça, est aujourd'hui tout à fait contemporain, est-ce qu'il a su traverser, et en tout cas, est-ce qu'il mérite son statut de jeu qui a traversé 3 générations? Est-ce que tu vois, c'est une anomalie, ou est-ce que non? Oui, c'est ça qui est important, en fait. Est-ce qu'il mérite ou pas, quoi? Est-ce qu'il mérite? Souvenez-vous, il y a quelques émissions, on vous expliquait qu'on avait tous les deux adoré le jeu Tunic, donc vraiment un jeu exceptionnel, je pense, un jeu rare, et qu'on peut rapprocher d'autres titres aussi exceptionnels et rares comme The Witness et Fez, dans le sens où c'est même plus tant des jeux à puzzle que des mondes puzzle au global, en fait. C'est-à-dire que t'as plus forcément seulement que des modules de puzzle que tu vas résoudre un petit peu partout, comme dans un jeu vidéo assez classique, mais c'est que le monde en lui-même est designé comme un macro-puzzle, avec ses propres règles qu'il va falloir comprendre de manière vraiment empirique, donc au fur et à mesure, et où tu vas, ton savoir va progresser au fur et à mesure de la partie, et à la fin du jeu, tu seras beaucoup plus affûté là-dessus que tu ne l'étais en début de partie, quoi. Et perso, et je pense que ce sera la même pour toi, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi éclaté, en fait, à résoudre des énigmes aussi alambiquées dans un jeu vidéo. Et pourquoi ça, en fait? Parce que les secrets, je trouve, ils ont un petit peu disparu dans les jeux. Donc avant, alors là, ça va être le moment un petit peu vieux con, désolé d'avance. Encore. Avant, on avait des codes, des cheat codes là, pour débloquer des features dans un jeu. Rappelez-vous les têtes géantes dans GoldenEye sur Nintendo 64. Ou bien, il fallait poncer le jeu et le terminer pour débloquer des trucs. Oui. Capcom vs SNK, c'est l'exemple, je pense, qui nous avait traumatisé, où il fallait arriver à un nombre de grooves particuliers pour débloquer certains personnages. Et maintenant, on a les packs de contenu, on a des DLC, mais qui viennent un peu justement rajouter cette surcouche qu'avant il fallait un petit peu charbonner pour récupérer. Alors les secrets, il existait aussi quand même des solutions à l'époque, on va pas se mentir, donc ils pouvaient gâcher le mystère si on tombait dessus, mais justement, leur accès, il était un petit peu plus compliqué, parce que déjà on n'avait pas ça sous la main, fallait payer pour l'avoir, donc c'était un petit peu plus complexe. Alors c'était payant aussi à l'époque. Là, on râle sur le DLC, époque, on payait encore un franc, la vie était dure. Donc on pourrait me rétorquer aussi, les solutions sur internet, t'as qu'à pas aller les voir, et je dirais, je fais ce que je veux déjà. C'est vrai. Mais non, en tant que joueur, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu de la patience, et dès que je commence à bloquer un peu trop longtemps, comme tout le monde, j'imagine, t'as le réflexe d'aller checker sur internet. Et idem aussi avec les réseaux sociaux qui ont un peu atténué ce frisson de la nouveauté, où chaque nouveau jeu, chacun y va de sa photo, de son commentaire. En soi, c'est pas grave, y a pas de mal, mais le fait est que quand tout le monde fait ça en même temps, ton jeu comme Breath of the Wild ou Elden Ring, t'auras vu 50 images, 50 mecs qui commentaient le truc différent, fatalement, l'effet de surprise, il est un petit peu atténué. On peut aussi se rappeler de Pity, le fameux teasing jouable de Silent Hills par Hideo Kojima, lui aussi, qui demandait un cheminement ultra complexe pour arriver au bout de la démo, et Kojima comptait justement sur l'entraide des joueurs pour arriver au bout. Il pensait que ça allait créer des forums, des discussions, et qu'on allait tous bosser ensemble pour arriver au bout de la démo. Finalement, ça a été débunk en une seule nuit. Le lendemain matin, on s'est tous réveillés avec la news, quelqu'un avait été arrivé au bout, avait vu débloquer la vidéo Silent Hills. Donc Norman Reedus, le titre et tout, quoi. Et donc là aussi, le secret avait été éventé rapidement. Et même au niveau de l'industrie dans son ensemble, on en parlait récemment, mais avec la multiplication des insiders, finalement, on a beaucoup de leaks, on a beaucoup de dates de sortie qui fuitent. Il y a aussi tout bêtement des fausses manips où les mecs mettent en ligne quelque chose qui n'était pas censé l'être à ce moment-là. Ça arrive à Ubisoft, là, récemment. Et donc voilà, Ubisoft avec Lapin Crétin 2, on a même eu Square Enix avec Valkyria Elysium, où ils ont annoncé hier la date de sortie qui avait déjà fuité depuis 3 jours. Donc on perd un petit peu, cet effet de surprise, ces effets d'annonce. Si c'est même pas juste, tu vois, le déroulé entier d'une conf qui fuite avant qu'elle se passe, c'est déjà arrivé. Et on pense aussi à Jeff Keighley qui voit son banger de fin de conf, le remake de Last of Us, sorti par Sony, en fait, de manière super officielle, juste avant la conf, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Idem aussi pour ces légendes un peu urbaines qui ont émaillé un peu l'histoire du jeu vidéo, tu vois, qui faisait partie de ce contenu un petit peu secret, tu vois, là. Ces derniers jours, t'as Yuji Naka qui, dans le plus grand des calmes,
confirme que oui, Michael Jackson qui a fait la BO de Sonic 3, le truc qu'on savait plus ou moins mais qui était pas forcément qui a jamais été acté officiellement, même si Naka s'est un peu dégonflé derrière en disant mais non, tu m'as mal compris, c'était pas exactement ça. On a aussi Microsoft récemment qui avait financé un documentaire pour charger de déterminer si Atari avait bien enterré les cartouches du jeu E.T. dans le désert comme la légende le racontait. C'est incroyable ça quand même. Le jeu s'était planté de ouf. Et en fait, c'était bien le cas. Il y avait des cartouches E.T., mais pas que. Hein. C'était ça un peu le twist. C'est qu'il y avait aussi d'autres jeux qui avaient été enterrés dans le désert parce que ça marchait pas trop. Et voilà, je trouve que c'est toujours mieux d'être fixé, hein, tu vois, que d'entretenir des légendes qui sont pas forcément vraies. Mais on y perd un petit peu en magie quand même de ce jeu vidéo. C'est vrai. Bah, pour tout ce qui est Microsoft qui finance le reportage que vous pouvez voir hein, sur ces fameuses cartouches E.T., moi ça j'aime bien parce qu'on est a posteriori des dizaines d'années après, donc tu vois ça va même un peu agrémenter le culte. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est tout ce qui est contenu créé par les gens parce que on veut tous montrer qu'on a fini le jeu ou on veut tous montrer qu'on l'a commencé, et c'est chouette, et puis parce que ça crée une émulation, et c'est pour ça qu'on va sur Twitter, c'est pour ça qu'on va sur Insta et etc. Et en fait c'est juste compliqué, en tout cas moi très personnellement, de faire la balance entre tout ça, entre l'envie de partager, l'envie de voir et l'envie de me préserver. Ça c'est un petit peu pour moi le plus compliqué là-dessus. C'est vrai que c'est devenu le sport national maintenant, de muter des mots-clés de trucs qui t'intéressent pour justement te préserver et être épargné par ça quoi sur les réseaux. Souvenez-vous encore une époque où vous rendiez dans votre boutique de jeux vidéo préférée pour aller scruter le bac des jeux d'occasion parce qu'on n'avait pas la thune pour s'offrir un jeu neuf. Alors je pense qu'on avait tous ressenti un peu cette sensation de roulette russe en y allant en disant qu'est-ce que je vais trouver, et des fois on achetait un peu des jeux par dépit parce qu'on avait envie d'un nouveau jeu, il n'y avait pas forcément un masse de trucs qui nous plaisaient, mais bon c'était un petit peu le pari qu'on prenait quoi. Aujourd'hui évidemment le nombre de boutiques de jeux vidéo il a largement diminué. Et le démat aussi a fait que l'occasion, c'était devenu quelque chose d'un peu plus compliqué. Et surtout, on se retrouve avec une surabondance de services en fait qui rendent le marché de l'occasion obsolète. On a le Game Pass, le PlayStation Plus, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. On a même Epic Game Store où tu t'inscris sur leur site de vente et tu auras droit à des jeux gratuits tous les mois sans même dépenser de thunes. Il faut juste s'inscrire. Game Pass, PlayStation Plus, je l'ai dit, t'as des jeux accessibles dans le catalogue. Évidemment, tu payes pour un accès au catalogue, mais tous les mois, t'as aussi des jeux qui sont offerts et que tu vas garder tant que t'es abonné au service. Et là, sur ces services-là, justement, là où chaque constructeur il essaie de se démarquer en mettant par exemple ses exclus dispo Day One sur le service comme Microsoft, ou la guerre pour choper le dernier indé qui s'en exclut chez toi, on se rend compte que du point de vue des éditeurs tiers, ces services c'est un bon moyen pour eux, tu vois, de placer un peu leur catalogue, un peu leur back catalogue, qui vont plus forcément à l'actu, mais ça permet à ces jeux-là de vivoter. Tu vois, en ce moment, je sais que tu peux jouer à du Assassin's Creed, du Yakuza ou du Persona, si t'es abonné sur l'un ou l'autre des services. Et c'est des jeux qui sont plutôt cool en fait, donc c'est des gros jeux, c'est pas de la merde. Et c'est des jeux que si tu n'avais pas forcément acheté à sa sortie, tu vois, ça peut être l'occasion de caler une période d'encreuse dans l'actu. Et c'est typiquement, je trouve, le profil des jeux qu'on aurait pu acheter en occasion en fait. C'est vrai, exactement. T'avais cette envie-là, mais si tu peux pas y jouer tout de suite, ça reste quand même des gros jeux que tu regardes sur ton radar, quoi. Ouais, mais l'occasion ne bénéficiait pas du tout aux éditeurs, parce que du moment où t'achetais ton jeu neuf, tu le revendais, eux ne touchaient plus rien. C'était ce qui était commun avec l'occasion. Là, les éditeurs de jeux vidéo re-signent des deals, comme tu disais, alimentent le fonds de catalogue et recréent l'événement. Là, on a vu, comme tu l'as précisé, Yakuza qui revient sur le Game Pass. Pour ceux qui suivent la série et qui l'apprécient, ça devient une petite actualité. Donc on en reparle. Ouais, tu as raison de le dire, c'est même Persona, ça devient des moments de conf ou tu vois, le Nintendo Direct, t'avais le petit moment Persona en mode, alors que le Persona 5, le plus récent, il a déjà 5 ou 6 ans, je crois, donc là-dessus, c'est vrai que ça devient un big deal, et c'est vrai que les éditeurs, de toute façon, ils ont toujours fait la guerre à l'occasion, et pour eux, c'est tout bénef là-dessus. Et aussi, on a également les traditionnels soldes qui ont d'abord été célébrés sur Steam, qui était devenu un événement. Et là, maintenant, sur ton PS Plus, en allumant ta Xbox, t'as constamment des appels à soldes, des événements spéciaux, etc. Ce qui fait que, avec ces abonnements que tu payes à un prix qui est raisonnable, et sans les suppléments, tu peux choper quantité de titres qui peuvent te tenir toute une vie de jeux vidéo, en fait, quoi. Et moi, je sais pas si... Alors, les soldes Steam, fut un temps aussi, étaient vraiment... des événements où on les attendait, tout le monde éclatait un bout du PEL pour tout acheter. Là, c'est vrai que des soldes, il y en a de plus en plus de façon continue. Est-ce que
le petit frisson que tu as quand tu rentrais à l'époque dans une boutique en disant je vais regarder dans le bac et puis je vais fouiner et puis je vais trouver une pépite. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dresser un parallèle en disant là aujourd'hui il y a une catégorisation qui va être faite sur le PSN, n'importe quoi, Steam et tout, et tu vas en fouillant dans ces catalogues qui sont parfois un petit peu longs, te dire mais lui il est enfin en solde. Même si tu peux faire des sortes de... Alors, c'est pas wishlist, tu peux maintenant cocher en disant « Prévenez-moi la prochaine fois qu'il y a une promo. » y a un peu moins de mystère, il faut pas s'en émouvoir, quoi. C'est comme ça évolue, il y a plus de... C'est de la praticité, c'est de la qualité de vie. Maintenant, c'est que quand il y a un jeu qui t'intéresse, tu peux même le spotter en disant la prochaine fois qu'il est en promo, dites-le moi. C'est plus de confort. En tout cas, ce marché de l'occasion sur PC, il a disparu depuis un bail, hein, et j'ai l'impression que sur le marché console, on se dirige un petit peu là-dessus, quoi. Complètement. On va voir comment ça va évoluer. On a parlé, de la fin des Arlésiennes, la fin des générations, la fin des secrets, la fin de l'occasion. Donc, quelques symboles, qui démontrent que le jeu vidéo, ça évolue, ça change. Les choses changent. Mais il y a aussi la fin du respect. Ah, c'est quoi ça? C'est moins cool, c'est pas sympa, la fin du respect. Souvenez-vous d'une époque, où les devs, ils passaient pas leur temps à se faire insulter, harceler par des joueurs sur les réseaux. Donc, on l'a vu avec les exemples récents de Return to Monkey Island, justement, où les mecs viennent casser les couilles à Ron Gilbert en disant « ton jeu, c'est pas celui qu'on imaginait, la DA, ça nous plaît pas, t'es un connard. » Le mec a fermé son blog et ses commentaires en disant quand même qu'il ne partagerait plus de contenu sur ce jeu, ce qui, quand même, je trouve un crève-cœur de ouf. God of War Ragnarok aussi, alors on a enfin la date qui est tombée, mais on a eu cette espèce de mois de flottement où on sentait que la date allait tomber, mais que c'était un peu décalé à chaque fois. Les joueurs qui venaient harceler aussi les devs parce que ils voulaient à tout prix leur date, quoi. Enfin, je trouve ça un peu ouf, quoi. C'est dommage pour nous parce que c'est devenu un non-événement, l'annonce de God of War. Ça a été annoncé pour nous hier en plein milieu de l'après-midi avec une image, un pauvre trailer, alors qu'on sait que ça devait être quelque chose qui était plus organisé, en tout cas plus en grande pompe. Et Sony, en réponse aux différents leaks professionnels, on a deux chats en même temps, en réponse aux différents leaks des professionnels, mais aussi en réponse à tous ces harcèlements des joueurs, finalement, ils ont répondu comme ils pouvaient. Donc il y avait, comme tu l'avais précisé, un moment de flottement, et finalement ça a fait pouif, tu vois, c'est genre, la date c'est ça, quoi. C'est dommage. Ils ont désévénementialisé le truc. Et, contre leur gré, clairement, hein. Alors en tout cas, c'est sûr que l'avant, les cons, ils existaient aussi, hein. C'est juste que avec l'apparition, d'abord il y a eu les forums, puis les zones commentaires dans les sites, et maintenant les réseaux sociaux. On donne une existence un peu publique à ces cons-là et qui trouvent le moyen en plus de se fédérer entre eux. Tu vois, c'est le petit rassemblement en disant t'es aussi con que moi, vas-y, viens, on se met ensemble pour faire chier plus de gens, quoi. Donc on en parlait, tu vois, c'est sûr que c'est pas spécifique aux jeux vidéo. Non. Dans la politique, dans le sport, c'est pareil, peut-être voire même pire, hein, et là-dessus, il y a pas vraiment débat, mais c'est vrai que quand je vois le comportement de certains dans le jeu vidéo, en tout cas dans ce qui nous intéresse, parfois j'ai presque un peu le frisson de la honte de me dire putain, les mecs qui font parler dans l'industrie qu'on kiffe et qu'on suit, ils passent pour des gros cons, c'est un peu cool, c'est dommage, quoi. Mais je pense qu'il faut pas s'en inquiéter, ils sont vraiment, des gens qui sont comme ça, il y en a vraiment dans toutes les industries, dans tous les milieux, que ce soit le sport ou la politique. Je pense vraiment, moi je traîne pas trop sur les réseaux sport et politique. Je pense que c'est la guerre ouverte, et c'est un bain de sang bien plus violent que pour le jeu vidéo, quoi. Ce qui est triste, c'est que c'est des domaines où t'as peut-être les gens parmi les plus passionnés, en fait, et c'est cette passion parfois qui déraille, qui dégénère chez certains et qui leur font avoir un comportement déplorable, mais c'est tellement triste, quoi, de se dire que on se retrouve avec ces mecs-là et que franchement c'est compliqué de lutter contre ça, quoi. Je vois pas comment. Non, il y a pas. Même vis-à-vis des créateurs, des créatifs, des éditeurs, des constructeurs qui. C'était Phil Spencer qui avait pris la parole il y a quelques semaines ou quelques mois en disant arrêtez. Alors il avait utilisé le mot de fanboy en disant franchement ce que vous faites c'est pas aider, vous n'aidez pas la marque Microsoft en faisant ça. Il y a une prise de position qui est, je pense, hyper complexe et je sais pas trop comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va falloir statuer sur un statu quo justement en disant c'est comme ça, avançons, faisons au mieux. Il y aura peut-être un filtre naturel qui va se passer. Ouais. Et puis je parle des devs, et c'est vrai qu'à toutes les strates aussi le harcèlement n'est pas acceptable. On l'a vu avec notamment des personnalités un peu publiques du jeu vidéo qui se sont emmerdées, mais que ce soit n'importe quel stade et même les joueurs entre eux, c'est jamais tolérable là-dessus. Donc là voilà, c'est vraiment ce point-là où la nostalgie, je trouve, n'interviendra pas du tout. Donc c'était une chronique un petit peu légère pour terminer la saison. Un petit peu nostalgie, ça fait pas de mal parfois, hein, surtout juste avant de partir en vacances, même si on va pas vraiment partir en vacances tout de suite, on va plutôt partir à Japan Expo. Oui. Mais pas de quoi regretter le bon vieux temps. Il me semble qu'aujourd'hui le jeu vidéo, il a jamais été aussi varié, aussi abouti, aussi excitant, aussi intéressant.
Donc c'est voilà, pas de regret, c'est juste jeter un œil dans le passé quoi. Et on verra peut-être que dans 10 ans, je ferai la même rubrique volume 2 et peut-être que je te dirai souviens-toi les NFT, les métaverses. Peut-être qu'on aura oublié un peu tout ça. La fin des NFT, en tout cas. Moi, je suis content. Ta conclusion, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut pas dire que c'était mieux avant. Moi, l'industrie qu'on traverse actuellement, elle est aussi très enrichissante, très riche de plein de jeux, de plein de genres, de plein de gens, de plein de trucs. Et c'est vraiment... Ouais, non, faut être un petit peu positif aussi. Puis on s'en rend pas compte parfois, mais on a atteint des degrés de confort, des degrés de... Enfin, la pratique du jeu vidéo n'a jamais été aussi facilitée qu'aujourd'hui. Quoi. Oui. Donc, il y avait de la magie dans plein de choses, et aujourd'hui, cette magie, elle est encore plus brillante grâce à cette nostalgie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs complètement incroyables qu'on traverse et on se rend pas compte. Peut-être justement dans ton volume 2. Je ferai les choses cool, on se focalisera là-dessus. Quoi. La fin des temps, et ma question c'est, est-ce que c'est la fin de ta chronique du coup? Tout à fait. Il est temps, merci Nico pour cette chronique et la fin d'une époque. Il est temps de passer au top 3. Top 3 estival, guinguette, Red Guinguette, top 3 guinguette. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le top 3 des jeux de l'été. Quel jeu nous allons faire, et grâce du coup à ce temps qu'on va pouvoir allouer sans chronique, en disant voilà, là on va pouvoir y aller, jouer pour nous. Facile, qu'est-ce que ça veut dire les jeux de l'été? Pas besoin de préciser plus. Ouais, mais c'est ce qu'on a fait, je crois, aussi la fin de saison dernière. Hein. Donc c'est les jeux qu'on a tout bêtement prévus dans notre planning pour l'été en se disant j'ai un peu de temps pour ces jeux-là, donc on va s'y filer quoi. Ça sera de l'actu ou pas, vous allez le découvrir tout de suite. Nico, tu commences avec ton top 3 des jeux de l'été, le top 3. Ouais, alors moi j'ai été plus orienté sur les jeux que j'avais loupés forcément et que ça va être l'occasion de m'y mettre, notamment Dying Light 2, ouais. Donc... alors c'est le monde ouvert, donc il est sorti début d'année, je crois, février ou mars. Un des premiers gros jeux de l'année. Ouais, donc j'ai vraiment pas pu m'y essayer, mais je reste curieux. Je suis pas convaincu que c'est un jeu qui va me passionner, mais il y a quand même, j'imagine, des points forts dont j'ai envie de voir comment ça se passe. Alors toi, tu l'as un petit peu poncé, je crois pas que t'en aies parlé dans Red Alert. Hein. Si, j'en avais parlé à l'occasion d'une chronique sur les jeux trop longs. Oui, et j'avais fait un parallèle entre Elden Ring et Dying Light 2. Et donc t'étais un peu mitigé, quoi. Il y a des points très très bons dans Dying Light 2, exceptionnels même, mais je mets 10 balles. 10 balles que tu le finis pas, je pense que il y a plein de choses qui vont t'agacer, son côté systémique, redondant, ouais, je pense que tu le finiras pas, mais en tout cas, ça va être cool j'ai envie de le découvrir. Ça va être cool de l'essayer. Alors moi, ça sera pas du backlog, mais de l'actu. Et mon top 3 commence avec Klonoa, un jeu qui sort le 8 juillet. Une compile qui va remaker les 2 premiers épisodes, si je dis pas de bêtises. Et une démo qui est déjà disponible si vous voulez vous chauffer avant le 8 juillet. Voilà, moi c'est pile poil ce que j'aime. C'est de la fausse 3D, la 2,5D du Klonoa. Moi, j'adore cette série, et donc c'est pile poil ce qu'il faut. Et ça, il y aura une petite résonance avec ce dont on va parler tout à l'heure. Et le 8 juillet, c'était hier, en fait. Donc, c'est vrai. Voilà, vous pouvez... Et voilà. Si vous écoutez ce podcast, le jeu, vous pouvez déjà le choper sur le store. Exactement. Et je suis très chaud aussi pour m'y essayer, même si... je pense que j'y jouerai 1 heure ou 2 de manière mais rien que l'ambiance, retrouver cette patine de l'époque et tout, ça fait kiffer. Moi, je veux un remake de Pandemonium. Je sais pas pourquoi je le place maintenant, mais dans le délire, j'en veux. Alors, je serais pas contre dire jouer, mais je pense qu'on va tous se rendre compte que c'était pas un super jeu, en fait. Ah, c'est pas ce mec-là. Ton top 2, s'il te plaît, des jeux de l'été. Alors, j'ai une espèce de tradition, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais l'été, c'est le moment de faire un RPG. Ouais. Voilà, c'est une tradition qui a 2 ans, donc c'est début. Mais un RPG ou un JRPG? Plutôt un JRPG pour le coup. Et Triangle Strategy, c'est un jeu que j'ai pas eu le temps de faire cette année et qui me branche grave. Donc on est plus sur des tactical là. Le souci, c'est que mon RPG de l'été de l'an dernier, je l'ai toujours pas fini. Donc c'est Grandia. Je sais pas si vous suivez un peu nos émissions, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc je sais pas, est-ce que j'accepte que Grandia peut-être je laisse tomber? Est-ce que je me remets dans Grandia et on verra pour Triangle? Est-ce qu'on fait les 2? Est-ce qu'on en fait aucun? Je sais pas. Bilan à la rentrée. Je vous dirai tout ça en septembre. En tout cas, oui, on peut déjà vous l'annoncer, le Red Alert de septembre, début septembre, reviendra sur l'ensemble des jeux qu'on va pouvoir faire cet été. On l'avait fait l'année dernière. C'est un épisode qui avait quand même pas mal plu parce que c'est un peu un fourre-tout. Et puis on a vu une super surprise avec Sable, donc j'espère qu'on aura une autre belle surprise cet été, quoi. Mais le Sable, on lui avait même consacré une émission plus tard, tellement on avait dit non, Sable, on l'a découvert par hasard l'été, mais il avait eu son Red Alert à lui, parce que vraiment, gros coup de cœur, jouez à Sable si vous en avez l'occasion. Mon top 2, c'est Stray. Stray, un jeu qui sort le 19 juillet, un jeu français dans lequel on incarne un chat. Voilà.
Franchement, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop beau. Tout le monde l'attend un petit peu. Ouais. Beaucoup d'espoir. Le 19 juillet, donc c'est bien, il y a des sorties courant de l'été. Si vous êtes PlayStation Plus, il sera... Alors, Premium, attention, si je dis pas de bêtises, il sera disponible dans le PlayStation Plus Day One. Peut-être est-ce que le Game Pass va dégainer comme ça. Ça arrive, le Game Pass, ça fut le cas pour Tunic. Ils nous ont rien dit à personne. Et le jour de la sortie, je sais pas, c'est même le soir de la sortie. Enfin, il y a eu un delta d'heure où t'aurais pu l'acheter ou... Après, si je dis pas de bêtises, c'est pas une exclus Sony, lui, parce que justement, il est c'est présenté Sony dans les confs depuis le début Exact. Je suis pas certain. C'est vrai, t'as peut-être raison. Je mets pas 10 balles. Peut-être, est-ce que vous remarquez qu'on est un peu plus à l'arrache aujourd'hui? Voilà, en tout cas, Stray, moi, c'est mon top 2. Je l'attends beaucoup. Tu vas t'essayer, j'imagine? Carrément. Surtout qu'on suit le dev depuis un bail, parce qu'on avait reçu justement un membre de l'équipe de développement dans un vieux podcast. Je crois que c'est le Strike numéro 2. Ouais, je crois. Si jamais, voilà, pendant cet été où il y aura pas de podcast Third, n'hésitez pas à regarder des vieux podcasts. Voilà, le Third Strike numéro 2, un des développeurs de Stray était avec nous. Ton top 1, quel est-il? Alors, mon top 1, c'est Immortality, mais j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas m'apesantir dessus, mais fin du mois, très chaud. Donc Sam Barlow, hein. Ouais, le nouveau jeu de Sam Barlow. Mais je vais m'essayer à Road 96. Alors, Road 96, je crois que c'est même pas sorti cette année, je crois que ça date même de l'an dernier. Oui. C'est le nouveau jeu de Digitart, donc la team qui avait fait chez Ubisoft à l'époque Soldat Inconnu, qui était un super jeu, donc c'est Johan Fanny, si j'ai pas de bêtises, l'équipe. Et depuis qu'il est sorti, j'ai très envie de m'y essayer. Alors c'est marrant parce qu'on l'a récupéré là sur une version boîte PS4 et il arrive dans le Game Pass aussi, je crois, ce mois-ci. Donc tu vois, tous les signaux convergent. C'est un jeu narratif en fait où donc t'incarnes quelqu'un qui fugue et qui fait un petit road trip et qui va avoir un côté à chaque fois où selon tes choix et tes embranchements, ça va créer une histoire différente et tu peux à chaque fois relancer des histoires pour découvrir de nouvelles alternatives, de nouvelles branches. Mm-hmm. Et voilà, je suis curieux. Tu es très curieux, c'est même ton top 1, donc c'est... Ouais, c'est vrai que je suis pas classé dans l'ordre. Je suis YOLO. C'est quand même le but d'un top, s'il te plaît. Pour ma part, sur le top 1 des jeux de l'été, on reste en juillet. J'ai pas de jeu en août, en tout cas peut-être dans les mentions. C'est le 22 juillet, Live. Voilà, démo déjà disponible. Là, c'est le 22 la sortie du jeu, donc je vais pas me tromper. Démo déjà disponible. Tu peux incarner 3 personnages. Démo que tu vas pouvoir conserver dans ce remake vraiment en HD 2D de Square Enix d'un jeu historique de légende, mais qui n'était jamais sorti chez nous. Je suis bouillantissime. C'est mon top 1, lui classé. Alors, pour le coup, comme toi, ça sera mon gros jeu de l'été. Je suis bouillant. Ouais, écoute, c'est vrai que c'est un jeu culte, mais même au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'il avait ce côté un peu méconnu, un peu lointain. Donc c'est super qu'on puisse l'avoir. La 2D HD, elle est magnifique. Après, je pense pas que ça sera pour moi, de ce que j'en avais lu à l'époque et tout. C'est vrai que t'as les côtés plusieurs scénars et tout ça. Mais je compterai sur toi justement pour me donner ton avis et peut-être me donner envie de jouer. J'espère. Tu n'as pas ajouté à ta première chronique la fin de l'import, parce que tu l'avais déjà fait. Je suis spécialisé le fossoyeur. La fin des choses. Le fossoyeur des tendances, c'est lui. T'as des mentions? J'en ai quelques-unes. Non, que dalle. Parce que bon, l'été, c'est toujours le moment de bien poncer, hein. Les jeux, on a du temps. Le 14 juillet, on reste en juillet, il y a Power Wash Simulator qui tombe sur le Game Pass. Ça a l'air chelou. C'est un jeu où il faut nettoyer au Karcher. Alors, des véhicules, c'est sûr, des maisons, j'espère. Voilà, cette tendance des jeux métiers qui ont l'air un peu chiants mais qui ont un côté satisfaisant. Complètement satisfaisant. Là, il y a un van, on a pu voir dans le trailer, un van tout boueux. Et là, t'as ton Karcher et tu nettoies les jantes petit à petit. 14 juillet, Game Pass. Je pense que c'est tout fait, c'est ouvert. Je déroule si t'as pas de mention. Vas-y. Un jeu déjà sorti, c'est Poki and Rocky, et le sous-titre, j'annonce direct, je vais galérer à le prononcer, c'est Reshrined, c'est très dur à dire, qui est déjà sorti. Alors lui, pareil, hein, j'attends un petit moment pour me le faire, très chaud. C'est un remake d'un jeu SNES, je crois, de la grande époque. On avait déjà un petit peu parlé quand on avait parlé, je crois, du Japon féodal. Hein. Il y a aussi F1 2022 qui est déjà sorti et que j'ai à peine commencé. Alors là, j'ai fait Silverstone le dimanche matin en attendant le Grand Prix. Mais là, je vais m'y atteler sérieusement. Tout comme F1 Manager qui sort le 25 août sur console. Et ça, c'est vraiment trop classe. Là, il y a peut-être moyen de poncer la Formule 1 sur l'été et en fait de ne rien faire de tout ce que je vous ai dit. Et enfin, en dernière mention, je vais, sans vous donner le jeu, essayer de préparer un top 10 all-time pour la rentrée.
Tu Voilà. te dis pas pour garder la surprise ou tu sais pas encore? Si, non, c'est pour garder la surprise. Normalement, c'est un jeu, j'ai souvent évoqué, j'aurais pu comme les top 10 all-time, j'essaie souvent de caler à l'actualité. Et j'ai un manquement. J'aurais pu faire quelque chose aux alentours de Chrono Cross. J'aurais pu. Et c'est pas Chrono Cross. Peut-être que c'est Radical. Peut-être que c'est Radical Dreamer. Ça sera un bon moyen de passer l'été, je pense. Carrément, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux de l'été. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Est-ce que vous allez backloguer? Est-ce que vous allez actualiser? Est-ce que tout ça a un sens? Je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à nous donner des idées top 3 aussi. Hein. Là, merci encore à Mlolo qui le partage à chaque fois et ça prend bien. Vous nous partagez des trucs et ça fait plaisir. Il est l'heure, en tout cas, de pas parler de la fin des temps, mais de parler, voilà, des jeux que j'ai fait récemment, mais des jeux que j'ai pas pu caler dans les raids d'alerte, hein, que j'ai pas pu traiter en chronique. C'est la chronique, hein, tranquille. Putain, le mec a des réserves et tout, quoi. Moi, je tire jusqu'au bout. Le mec, il me restait 5 jeux là. Allez, vas-y, tranquille. Mais non, mais c'est tranquille, c'est les vacances, c'est l'été. C'était un peu comme en primaire, hein, quand on allait à l'école, mais on allait à l'école pour jouer aux jeux de société et certains jouaient même à la console. Nico, je crois que c'est toi. C'est incroyable cette histoire. C'est trop ouf, des souvenirs, des super souvenirs les 2-3 derniers jours de l'année. En primaire. Comme j'habitais pas loin de l'école, c'est moi qui ramenais ma Super NES. Alors quand j'y repense avec le recul, quand même, on jouait à Mortal Kombat dans la salle de CM2. Heureusement que le prof est jamais trop venu passer une tête. Voir Il y avait même pas le prof. Si, ça, c'est vraiment la fin d'une époque, ça. Ouais, c'est souvent, ils discutaient entre les profs et tout. C'était, j'ai des super souvenirs de ces époques-là. Ah, c'était pas mon cas. Moi, on apportait des jeux de société. À l'ancienne. On était en mode récré continu, hein, du matin au soir. Mais pas de console, hein, dites-nous si c'était le cas pour vous. Donc voilà, moi, là, sur cette chronique, tranquillement, je vais vous parler de quelques jeux, de 5 jeux, que j'ai rangés dans 2 catégories. La première, c'est les classiques, et la seconde, c'est les jeux étonnants. On va commencer, par les classiques, on y va tranquille. Le premier jeu, c'est Forge in Shadow Torch, qu'on appelle aussi Fist. C'est des barres. Ah putain, oui, ça y est. J'ai dit Fist. C'est quoi Non, mais je voyais pas ce que c'était. Parce que Donc c'est un Metroidvania. Voilà, un genre qu'on peut dire peut-être un petit peu bouché. Première question, Nico, est-ce que tu trouves que le Metroidvania en lui-même est un genre un peu bouché? Il y a une surabondance, il y en a beaucoup. Est-ce que il y a une lassitude? Alors il y en a plein, mais je vois pas le souci justement, parce que si t'aimes ça, t'en as plein, donc c'est cool. Si t'aimes pas ça, tu t'en fous, donc c'est cool aussi. Ouais, c'est un format qu'on peut imaginer populaire parce que c'est un format qui est aimé et favorisé par les indés. On peut comprendre, hein, en termes de scope. Le scope, déjà, je vais en parler vraiment très souvent dans cette chronique. Le scope, très simplement, on va dire que c'est la croisée de l'ambition et du budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire avec tel argent? Le scope, en gros, c'est ça. C'est bien plus compliqué, mais je pense qu'on peut se l'imaginer comme ça. Donc voilà, quand on est un indé, justement, le scope de l'ensemble des jeux qu'on va produire, le Metroidvania, j'ai l'impression que ça rentre bien dans les cases des budgets. Ouais. Alors ce fameux Fist, le titre là reprend une ambiance assez originale, c'est très film noir, très Blade Runner, il y a du jazz, des lumières tamisées, c'est un futur qui est dystopique mais rétro-futuriste. On est dans les années 40-50 mais avec des animaux anthropomorphes, hein, donc qui ont des grosses voix, on est vraiment dans le film noir, hein, on incarne nous un lapin avec une grosse voix et qui boit du whisky de carotte, donc vraiment c'est très 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 original. Vraiment là, l'ambiance, c'est un très 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 gros point fort, très très plaisant. Mais au niveau du gameplay, il est aussi très très satisfaisant. Un gameplay qui est classique et très solide. Un jeu qui se démarque notamment par sa montée en puissance. Et ça, c'est chouette parce que les Metroidvania, on connaît, on sait comment ça fonctionne, mais l'un des enjeux, et ça, quel que soit le titre, hein, qu'il soit un T ou AAA, c'est justement garder ce rythme, hein, cette pace, hein, comme on dit. Là, vraiment, le titre est excellent. Il y a une vraie belle montée en puissance, que ça soit dans les mécaniques de jeu, dans l'armement du personnage, dans l'ouverture même du monde, qui est au début très linéaire et qui va un petit peu s'ouvrir plus, vraiment en mode Metroidvania, avec ces allers-retours à faire, ce backtracking. Franchement, ça c'est vraiment chouette et c'est suffisamment rare et remarquable d'avoir un jeu qui arrive à tenir le rythme pour le souligner. Donc voilà, en gros, pour vous dire que c'est un Metroidvania à l'ambiance très singulière et au gameplay très solide. Petite parenthèse sur qui le développe, hein, c'est T-Games, un studio qui est chinois. Donc ça c'est chouette parce que les studios asiatiques non japonais sont souvent reconnus pour leur production mobile et que nous passe un petit peu hors de notre vie, j'ai pas le mot, champ de vision, on n'arrive pas à l'attraper. Là du coup ils vont nous proposer un jeu qui n'est pas un jeu mobile, qui est solide. Et c'est un jeu qui est édité par Microids. Microids qui, à mon sens, là, retrouve un petit peu une seconde vie. C'est un éditeur qui a fait pas les plus grands jeux, mais qui, en ce moment,
fait un travail des franchises, des propriétés intellectuelles qui est assez cool, je trouve. Là, pour ce qui est du jeu Fist, il y a eu un accompagnement qui semble plutôt assez bon parce que le jeu à la fin est très sympa. Ils ont Microids, ils ont des licences en réserve qui sont alors assez historiques dans le monde du jeu vidéo. Ils ont du Siberia, du Flashback, les Chevaliers de Baphomet. Ils ont Joe and Mac. Tu t'en souviens de ce l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, ouais. Tout ça, ils ont Microids. Ils ont aussi fait le monopole au niveau de la BD franco-belge, CE, Astérix, Tintin, les Schtroumpfs, Marsupilami, 13. Ils ont fait un sale portage, mais ils essayent de se rattraper. Le 13 septembre sort une mise à jour de ce fameux 13 qui a été un crash, je pense. Accident industriel. Bon, on verra le 13 septembre, peut-être qu'on en fera un petit retour sûr pour voir ce que ça dit. Ils ont aussi chopé des choses comme Goldorak. Donc, ce que je veux dire, ce que j'ai l'impression, c'est que Microids essaye en fait de muter et en termes de production, plutôt solide. Ils ont un catalogue qui m'intéresse et ce qu'ils produisent, en tout cas pour leur public, là par exemple sur ce qui est Schtroumpf, Marsupilami, on en a un petit peu parlé, c'est un platformer très très sympa, c'est plutôt solide. C'est vrai que c'était cool aussi, en tout cas ils se donnent les moyens quoi, donc c'est vrai que avant il y a 10 ans Microids c'était un peu une punchline et là on voit que ils essaient de se redorer un peu une image et c'est plutôt cool parce que c'est vrai que les jeux qu'on a pu essayer récemment étaient plutôt sympas quoi. En tout cas Microids, on les salue, on sait qui nous écoutent parce que la plupart des journalistes de l'époque sont chez Microids, ils sont semble-t-il très heureux, donc on les embrasse. Fist au final c'est un jeu qui est classique mais très solide, c'est un jeu moyen, mais attention dans le très bon sens du terme, et c'est ce que je vais essayer de faire au cours de cette chronique, c'est que de dire que être un jeu moyen, c'est pas mal en fait, et que c'est plutôt pas mal. Et on va voir ici finalement qu'avec d'autres exemples, que finalement, avoir des jeux moyens, c'est avoir des jeux d'importance, et que c'est important pour l'industrie, et on enchaîne. Sauf si t'as des questions sur Fist, n'hésite pas sur... Non mais c'est vrai que juste à part l'ambiance, il a pas un petit gimmick, de gameplay qui le différencie de la horde de Metroidvania quoi. Hélas, vraiment sur le gameplay, il a pour lui... sa qualité, sa stabilité, mais en termes de features, t'as une roue de choix, tu vas passer d'une toupie à un hélico, tu vas pouvoir planer, t'as ton double saut, tu vas avoir des collectibles qui vont t'augmenter ton endurance, ta vie, tout ça est très 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 classique, mais très très solide. Et puis l'ambiance a l'air cool d'après l'ambiance est vraiment très très sympa. Allez jeter un œil au trailer, en tout cas ça sera peut-être l'occasion. C'est vrai que le nom fait sourire, tu joues un gros lapin qui est un petit peu mécanisé, c'est-à-dire qu'il a une armure et il a avec lui derrière un bras mécanique géant, et c'est avec ce bras mécanique que tu vas pouvoir actionner et utiliser différentes armes. On passe au second jeu classique, c'est KO the Kangaroo. Alors KO the Kangaroo, alors moi je suis un enfant de Sega, mais je suis bien plus fan de Crash et de Sony que de Sonic. Ça c'est un peu les révélations, mais moi en règle générale, tu me mets un jeu avec un nom qui est accolé à un animal, ça me convient parfaitement. Crash Bandicoot, c'est le plus bel exemple, mais tu peux dérouler, moi ça me... oui, le kangourou, c'est quoi qu'il y avait Kazé Wild Mask, c'est pas Kazé le lapin, mais presque. En tout cas, KO the Kangaroo, c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, en 3D, exploration, un collectathon, comme on dit, où c'est un marathon de collectibles. Il va falloir enchaîner. Par exemple, si je vous dis que dans chaque niveau, il faut choper le K, le A et le O de KO, est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. C'est un héritier des jeux rares, de la 64, donc de la belle époque. Et en tout cas, KO the Kangaroo, vis-à-vis de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire évoquer les jeux de Rare, KO il marche bien, il y a un bon feeling, l'ambiance elle est bucolique, la bande son c'est une bande son des vacances, on est dans le Red Ganget. T'as un grand hub, t'as même plusieurs hubs qui vont donner lieu à des passages vers des niveaux qui sont un petit peu plus linéaires, dans lesquels tu vas pouvoir collecter des objets. T'as de l'exploration à faire dans chaque recoin. Il y a zéro surprise, c'est vraiment ce que vous imaginez. La démarche, elle est classique, mais c'est efficace. Encore une fois, le scope du jeu, lui aussi, il est en accord avec la démarche de ce que veut faire KO. On va dire que c'est même pas un double A, KO the Kangaroo. Il essaye de d'évoquer les jeux 3D de la belle époque. Ils ont mis le budget pour faire exactement ça. C'est raccord, ça réinvente pas la roue, mais le jeu va où on l'attend exactement, c'est sans surprise, mais ça tape juste. Et là, sans transition aucune, je vais vous parler du dernier jeu de ma catégorie classique, c'est TMNT, la revanche de Shredders. Je me risque pas à dire les Tortues Ninja, je sais pas, tu veux le faire, tu le tentes? Le TMNT, ça veut dire quoi? Teenage Mutant Ninja Turtles. Voilà, moi j'y arrive jamais. En tout cas, ce que je viens de raconter sur KO,
c'est plus ou moins valable sur les Tortues Ninja. C'est un beat'em up qui est classique, qui est très solide, qui est très efficace, ça révolutionne rien, mais ça fait super plaisir. Encore une fois, c'est un jeu qui est moyen, mais dans le très très bon sens du terme, ça fait le job, mais c'est pas transcendant. Et les points communs qu'il peut y avoir entre les deux derniers jeux, KO et les Tortues Ninja, ils sont quand même nombreux. Alors, chacun de ces jeux fait pas spécialement avancer leur genre respectif, mais à la place, ils vont plutôt convoquer les plus grands représentants de ce genre-là. On peut penser à Rare pour KO, Street of Rage pour les Tortues. C'est des jeux avec des scopes qu'on peut dire un petit peu limités. C'est des jeux avec d'anciennes licences, des IP qui sont existantes. Et oui, KO, ce n'est pas une nouvelle IP, ça existait. Et allez regarder KO sur Dreamcast, ça fout la fever, quoi. Vous allez, je pense que vous allez tomber dans les pommes, parce que le KO d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est même très classe vis-à-vis du premier. De ce constat, on peut facilement conclure sur le fait que ces jeux tentent assez ouvertement de stimuler notre nostalgie. Et voilà, ça c'est, on va dire, leur premier but. Et ne pas faire évoluer le genre, c'est aussi admettre qu'ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. On parlait tout à l'heure de leur scope, ils prennent le scope exactement là où il faut. Et être le maître de son jeu, être le maître de son budget, de son ambition, je trouve ça important, parce que des fois, c'est pas le cas, et tu peux avoir des fois de grandes ambitions, et en parallèle de grands budgets, ou inversement, et taper à côté, et franchement ton jeu s'effondre. Ouais, c'est pire, c'est vrai que tu l'as dit, ça fait partie des choses à maîtriser, et tu l'as dit, le scope, c'est des ambitions, de la thune, et c'est aussi une cible à laquelle tu veux t'adresser. Je sais pas si tu vas aller là-dessus ou pas. C'est exactement ça, mais du coup, c'est peut-être que j'ai raison, si tu veux le dire. En une petite parenthèse, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, le fait que ces jeux-là ne font pas évoluer le genre. Moi, je trouve que c'est logique vis-à-vis de la cible de ces jeux qui sont les enfants et les nostalgiques. Et ces deux publics, pour qui c'est la pire des choses de faire évoluer justement les genres. Par exemple, les enfants, c'est une formule, on a pu l'évoquer à l'époque de Pokémon Arceus, où on expliquait justement que pourquoi, même si Pokémon Arceus peut sembler être une révolution, c'est finalement dans le fond, le game design, une structure qui est plus ou moins la même, parce que justement la cible était les enfants, et que une formule qui fonctionne sur toutes les générations d'enfants, c'est peut-être un petit peu culotté, osé, en tout cas il faut être assez téméraire pour se dire, non là je vais renverser la table de thé, une formule qui marche sur les enfants, ça change, ça marche sur le temps. Et les nostalgiques, c'est dans la définition, quoi. Si tu veux aller choper la nostalgie, c'est un petit peu compliqué de changer une formule. Ouais, et Tortue Ninja, c'est encore plus flagrant, c'est Dotemu, donc il édite ceux qui ont édité Street of Rage 4, tu l'as dit. Street of Rage qui reste une inspiration globale, mais voilà. C'était le cas aussi des beat'em all Tortue Ninja de l'époque dont celui-ci s'inspire. Et ils auraient très bien pu vouloir faire un truc technique à la Street of Rage, qui nécessite de poncer le jeu avec des combos à apprendre et tout. Et ça, ils auraient pu, c'est juste qu'ils voulaient pas, parce que justement, leur cible, qui était certainement beaucoup plus du trentenaire nostalgique, ou des jeunes enfants, c'est pas forcément le public qui a envie de poncer ces jeux, y passer des heures et des heures. Et ce que le jeu fait, ce que le jeu veut, c'est être attrayant, accessible immédiatement, et il y arrive. Et il le fait parfaitement. Même vous allez vous moquer, mais moi, les quêtes annexes de ce jeu Tortue Ninja m'ont fait plaisir, parce que tu dois aller récolter, trouver des petits objets dans chaque niveau, aller voir ce personnage, un personnage d'une quête annexe, qui te donne, je sais même pas si je le dis parce que c'est spoilé, mais moi en tout cas j'attendais beaucoup, il y a rien au bout, mais la démarche m'a fait plaisir parce qu'elle m'a évoqué des choses de l'époque. C'était très très sympa. Donc tout ça pour dire que c'est des jeux moyens, mais est-ce que faire des jeux moyens c'est important, et surtout pourquoi ? Petite analogie repas, on aime bien ça parce que ça nous parle. Comme dans un repas, si tu manges 5 étoiles tous les jours, finalement tu vas te lasser, tu vas perdre ton rapport d'échelle, et tu vas commencer à croire que que la vie ça se passe comme ça, qu'on mange tous les jours chez Michel Saran, alors que non, pas du tout. En plus 5 étoiles c'est les hôtels, c'est 3 étoiles, non, je crois le top du top. Et donc la variété, c'est important de des fois jouer. Alors l'idée c'est pas jouer à des jeux nuls, même s'il y a des jeux nuls qui sont des fois très appréciés. Au Japon, c'est les kusoge, les jeux vraiment nulash, qui sont appréciés pour ce qu'ils sont. Il y a un manga Last Frontiers, qui est exactement sur ça, un fan qui joue au kusoge et qui se met au MMO. Et donc voilà, les jeux moyens c'est important pour la variété, mais c'est aussi moyen pour faire revivre des genres morts, ou en tout cas des genres qui sont représentés. Et dans cette catégorie, il y a des jeux classiques et des jeux moyens que j'ai évoqués, mais des jeux moyens mais importants, on peut peut-être aussi classer avec le beat'em up, avec le platformer 3D, on peut peut-être classer le shoot'em up, le point and click. Tous ces jeux, des fois, des éditeurs nous proposent des nouveaux titres de ce genre-là, et c'est rarement
tu vois des gros AAA à plusieurs millions de budget, et c'est rarement des jeux où tu te dis, tu les as peut-être foncièrement adorés, tu les as aimés ces jeux, mais tu vas pas pouvoir dire c'est un chef-d'œuvre. Ça sera foncièrement des jeux moyens, mais c'est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, le platformer 3D, à part Nintendo qui peut se permettre d'en faire des budgets faramineux et tout. Qui font des jeux de l'année, tu vois, quand le nouveau Mario Odyssey sort, c'est un platformer 3D, et eux ils cassent tout, ils révolutionnent le genre, c'est un AAA, on parle pas de ça, tu vois. Oui, c'est l'exception, et s'il y avait pas ces jeux, comme tu l'as dit, au budget maîtrisé, qui se placent dans une cible plus moyenne, on n'aurait plus du tout de ce genre de jeu tout court. Donc, on aurait peut-être un marché peut-être un petit peu plus lissé et un petit peu plus uniforme, ça serait très dommage. Et la question que je me pose, dis-moi ce que t'en penses Nico, c'est que en fait, quand un genre devient à la mode, quand il devient plus populaire, quand il devient plus vendeur, c'est justement le moment où il va s'extraire de cette catégorie des jeux moyens, quand lui justement il va y avoir une bascule et que un genre va peut-être intéresser un éditeur, un studio, des développeurs au point de faire vraiment un jeu risqué au niveau du game design, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de faire avancer le genre, risqué au niveau de l'éditeur, de dire là non, on va mettre de l'argent, c'est que bon allez, ça y est, t'as passé un step et tu vas essayer de... c'est des cycles, hein. On l'a vu que le remake de Resident Evil 2 par exemple de Capcom a tellement bien marché que il relance la mode des survival horror gros budget et tout, avec le retour de Dead Space, Callisto Protocol, etc. Et même Silent Hill apparemment sera aussi inspiré, la remise en avant de Silent Hill sera inspirée de ce succès-là. Donc oui, on voit que c'est cyclique et il faut à chaque fois un pionnier pour relancer une mode derrière, quoi. Voilà pour ma première catégorie des jeux moyens, mais des bons jeux moyens, encore une fois je le répète. On va passer aux jeux étonnants, il y en a 2. Il y a des coups de cœur. Là, il y a des coups de cœur, c'est étonnant et vous allez voir pourquoi. Mon premier s'appelle Air Twister. Tu sais, tu l'as? Pas du tout. Le Yu Suzuki, monsieur. Mobile. Mais non! Tout à fait. Là, je me réjouis d'avance. Donc c'est un jeu qui est disponible uniquement sur le Apple Arcade, donc la plateforme propriétaire d'Apple, qui, si vous êtes abonné, va vous proposer un panel assez restreint et des sélections de jeux mobiles. En tout cas, voilà, il est disponible sur l'Apple Plus, l'Apple Arcade. On a parlé très récemment, je crois que c'était la semaine dernière, du fait que les plateformes de streaming étaient peut-être des refuges pour les auteurs. Finalement, l'Apple Plus commence à le devenir pour les grands noms du jeu vidéo. On se rappelle de Fantasian qui a accueilli Hironobu Sakaguchi pour faire un jeu qui était vraiment ambitieux, propre au mobile, qui était excellent. On en a parlé dans un précédent Red Alert. J'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps, mais on a tout évoqué. On traite tout, nous, on est comme ça. On est vraiment désolé. Et là, cette fois, c'est Yu Suzuki qui vraiment a été invité à faire son jeu. Quand je dis il a été invité, c'est presque au premier degré. Il a été invité au siège d'Apple pour réfléchir à un titre et ensemble autour d'une table, ils ont dit Yu Suzuki, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il a eu l'envie de revenir à l'arcade, de jouer à un truc en boucle. C'est ses mots. Il voulait faire un truc un petit peu redondant, donc il a quelque part créé le nouveau Space Harrier, mais sans Sega. Là, c'est vraiment sa boîte Isnet qui va éditer ce jeu, qui va développer ce jeu et être édité par Apple. Et pour Yu Suzuki, le défi, c'était de montrer qu'il était encore dans le coup. On a pu voir que c'était peut-être pas le cas avec Shenmue 3, toujours pareil, ce scope, est-ce qu'il avait l'argent nécessaire pour faire un Shenmue 3 digne de ce nom? Même si nous on avait plutôt kiffé. Là, il va montrer, comme Sakaguchi à l'époque, qu'il est dans le coup, c'est-à-dire de faire quelque chose qui était adapté à sa plateforme, c'est-à-dire en proposant un gameplay qui était tactile, efficace, précis et ludique. Pour le coup, Fantasian c'était le cas, et Air Twister c'est aussi un petit peu le cas. C'est vraiment très très sympa. On est dans du Space Harrier, Panzer Dragoon, mais là vraiment tu vas pouvoir jouer avec tes 2 pouces en même temps avec le multitouch. C'est vraiment très très sympa. Tu vas pouvoir appuyer pour shooter, sélectionner plusieurs cibles. C'est vraiment très très bien. Il a aussi précisé, je ne l'ai pas essayé, mais Yu Suzuki a dit que c'était tout à fait jouable à la manette. Il voulait vraiment que les 2 gameplays soient efficaces, que ça soit au tactile ou à la manette. En tout cas, au tactile, je vous le dis, c'est solide, c'est vraiment très très sympa. C'est un jeu qui a beaucoup de contenu annexe, donc un délire très mobile, mais ici pas toxique entre guillemets, parce qu'il y a rien à payer. Il y a rien à payer, donc là tout le contenu qui est proposé, c'est justement, alors là pour nous faire jouer, pour nous retenir, t'as une certaine rétention aussi, mais il a profité de cette plateforme mobile et de toutes les mécaniques qui aujourd'hui sont là pour te faire raquer, mais pour te dire que là c'est un jeu arcade. Et un jeu arcade, ça s'apprécie dans la multiplicité, il faut faire plusieurs runs, il faut multiplier les trucs. Là où des fois aujourd'hui, comme on a un contenu jeu vidéo qui est
vraiment riche, on a souvent, même un jeu arcade, tu le prends, tu le finis, tu passes à autre chose. Là, ce qu'il a voulu nous dire avec ces mécaniques-là, c'est qu'il faut revenir. T'as par exemple un arbre de compétences qui débloque des cosmétiques, mais chaque cosmétique va, lui, t'octroyer des bénéfices au niveau de la vie, des impacts que tu vas avoir, et va te permettre, si tu galères un petit peu, d'aller un peu plus loin, parce que c'est un vrai jeu arcade, une fois que t'as plus de vie, tu reviens au début, faut tout retaper, et il y a quand même 12 niveaux, donc c'est pas si aisé que ça. Ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Les graphismes. Alors si vous voyez de quoi je parle, Air Twister, ça peut vous surprendre à plusieurs niveaux, on va y venir. Mais ça, la 3D, alors ça change complètement de Space Harrier, évidemment, qui était un jeu de l'époque. Mais là, sur un portable, franchement, c'est plutôt joli, les effets sont plutôt sympas. Alors si vous regardez le trailer sur un écran 4K de 80 pouces, franchement, vous allez tomber... c'est comme Kaoul Kangourou, ça va vous faire bizarre. Là, je défends aujourd'hui des trucs étranges, mais c'est l'idée. Et donc l'ambiance, elle est chelou. Franchement, l'ambiance, elle est chelou. Et ce qui va contribuer vraiment à rendre l'ambiance très très singulière, c'est la musique. Et la musique qui a été composée par un groupe ou une personne. Moi, je connaissais pas. C'est Valencia. Et c'est du rock symphonique. C'est du Queen. Vous embêtez pas. Donc vous allez jouer à Panzer Dragoon avec en bande son officielle. C'est pas un truc qui est par dessus. Avec du Queen, c'est très très bizarre. Alors Valencia, le banger, c'est Gaia, une chanson peut-être que vous connaissez, mais moi ça me disait rien du tout. Et en fait, Yu Suzuki et Valencia sont vraiment concertés. Il y a eu un album entier de 19 pistes qui a été produite pour le jeu. Et au début, ça fait sourire. Mais moi, j'y joue. Alors, je vous avais raconté que je lisais Métro dans le métro. Et j'ai un peu de train avant. J'y joue tous les matins. Le jeu, je suis en train de le poncer. Ça me fait trop marrer. Et je le kiffe. Et la musique te rentre dans la tête. C'est incroyable. Et je commence vraiment... J'ai apprécié vraiment... tu vois, cet aspect chelou... entre des fois chaque boss, par exemple, un exemple, à la fin de chaque boss t'as une monture, donc t'as une oie géante, t'as un éléphant ailé, tu te frites contre une horloge, t'es en miniature dans un champ de tulipes. C'est vraiment complètement perché. T'as l'impression que chaque monde, moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est une pochette d'album de rock progressif mais interactif. C'est très particulier, mais franchement je sais pas pourquoi, moi je l'ai ultra kiffé. Je sais qu'on s'est un petit peu moqué. Oui, de ouf. La première vidéo, c'est vrai que je trouvais un peu moche et avec une DA très très particulière. Mais bon, c'est vrai que je l'ai pas vu tourner sur l'écran de l'iPhone et ça rend peut-être très très bien. Ouais. Oui. Là, j'ai vraiment avalé de travers. Peut-être qu'elle me fera du montage. Voilà pour Air Twister. On va passer à un second jeu tout aussi étonnant. Et lui, tu me vois venir parce que je t'en ai parlé. On est dans le jeu qui va frôler le top 3 de l'année pour moi. Il y a Elden Ring est unique au-dessus, et ce titre c'est Neon White, un jeu qui est lui-même étonnant, mais c'est même étonnant que je l'apprécie moi, parce que c'est un jeu qui est édité par Annapurna, un éditeur que je respecte, mais que j'apprécie peu par ses choix éditoriaux. Souvent les titres Annapurna me plaisent pas trop, bien que Solar Ash c'est eux aussi. Et c'est un jeu Switch, alors je me moque, je titille les Nintendo et la Switch. Là on est sur un jeu Annapurna sur Switch, et par-dessus, alors je vais vous l'expliquer, c'est un jeu très action, mais il y a un vernis pas négligeable de visual novel. Alors là, on est en train d'aligner tout ce que je n'aime pas, et voilà, Neon White m'a eu. Alors Neon White, je vais essayer de t'expliquer le concept, c'est assez particulier, mais retenez que si vous y jouez, vous allez comprendre instantanément, et ça c'est quand même ultra important et génial dans le sens où le titre lui-même arrive vraiment à te communiquer ce qu'il veut faire et ce qu'il est. C'est aussi assez rare. Alors le concept, c'est un jeu qui se divise en deux séquences bien distinctes. T'as la première, c'est les missions, des missions qui sont divisées elles-mêmes en 10 petites épreuves de 20 à 30 secondes, et ces petites épreuves, c'est tout con, c'est faut aller du point A au point B. C'est imaginer un Mirror's Edge mais très très linéaire. T'es en vue à la première personne, tu commences au départ et t'as un point d'arrivée, et il va falloir que tu sautes, que tu virevoltes avec différents attributs le plus rapidement possible. Voilà, je vous ai parlé de 10 sous-épreuves pour chaque mission, c'est 20-30 secondes. Et si tu veux, c'est un jeu qui est très arcade, et si tu veux poncer vraiment le titre, il va falloir refaire les missions, et ça fait partie du game design du jeu, c'est-à-dire que pour passer d'une mission à l'autre, t'as un rang, et le rang, tu peux l'atteindre que si tu vas faire plusieurs fois les missions pour un petit peu optimiser tes parcours. Alors moi je suis parti dans le délire où je veux tout en platine. Là, une mission de 30 secondes, des fois on va te la demander de la faire en 14, et tu comprends pas comment tu peux améliorer ton temps de 3 fois moins.
Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Juste petite précision, je vous ai parlé pour la comparaison de Mirror's Edge. À la différence du jeu d'Electronic Arts, dans Neon White, tu n'as aucun body awareness, c'est-à-dire que tu vois pas tes membres. Alors déjà, c'est un jeu qui se passe au paradis, donc tu peux comprendre le fait que t'as pas de body awareness, t'as pas de corps. Le personnage flotte même, c'est-à-dire que quand vous êtes en l'air, vous avez une emprise sur la direction. Donc c'est très particulier. En l'air, tu peux décider d'aller plus ou moins à gauche, à droite, d'accélérer ou de ralentir. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et donc par-dessus ce jeu de parcours, hein, t'as tout un système de cartes. En gros, chaque arme, parce que t'as des armes, chaque arme correspond à une couleur, à une carte, et donc à un attribut. Par exemple, t'as un monstre jaune. Tous les monstres jaunes, quand tu vas le tuer, ça va te donner un gun. Le gun, il est jaune. Et ce gun jaune va te permettre de faire un double saut. Chaque arme a une couleur et un attribut. Donc si t'as pas d'arme, de gun, tu peux pas faire de double saut. Exactement. Et donc, et en fait, pour faire un attribut, j'essaye de pas trop vous embrouiller parce que t'as tout le jargon des cartes. Il dit, en gros, pour activer un attribut, par exemple le double saut, il faut défausser la carte. C'est-à-dire que tu as une carte gun. Si tu veux tirer au gun, il faut que tu aies ta carte gun. Et si tu veux faire un double saut, tu la défausses. Donc tu n'as plus de carte. Tu vas passer à la seconde carte de ton deck, qui peut être, par exemple, je sais pas, la mitraillette qui va te permettre de faire un dash. Okay. Et donc tu as tous les mouvements classiques. Le double saut, le dash, le power jump, t'as tout ça. Tu peux faire ta boule de feu. Enfin, ça part assez loin. Et c'est vraiment très très cool. Petite précision, ces cartes-là, tu peux les avoir en tuant donc les monstres affiliés avec leurs couleurs, mais tu peux aussi les trouver sur ton passage. T'as toujours la carte katana au début, et tu vas pouvoir, tu marches, il peut y avoir une carte gun jaune, donc double saut, au milieu de ton chemin. Et donc ça c'est dans le cours de ton parcours. Et donc le jeu, en gros, c'est du speedrun. C'est une course, avec le point d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée que tu dois parcourir le plus rapidement possible. Ça, c'est le côté action, et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'entre chaque mission, t'avais un vernis visual novel. Et donc ça, tout de suite, je vais dédramatiser complet. C'est pas du tout du visual novel, et je sais pas, j'aurais dû me renseigner plus, savoir si c'était vraiment, tu vois, le champ lexical qui a été utilisé par l'éditeur, parce que je trouve que c'est pas du tout le cas. T'as une direction artistique, on va y venir, qui a peut-être évoqué le visual novel, ou en tout cas le côté cheap, parce que c'était Jap, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas le cas en l'occurrence, mais un peu cheapos, où tu vois des bulles de dialogue, des cases avec les personnages qui sont pas du tout animés, qui fait très visual novel, mais ces séquences, en fait, elles sont très courtes et elles sont accessoires, ce qui est l'inverse complet du visual novel, où les séquences sont longues et constituent le cœur des jeux. Tu peux les zapper si tu veux, ou t'es obligé? Tu peux vraiment les zapper, t'as le bouton adéquat pour vraiment les faire partir, et si tu veux te concentrer uniquement sur le versant action arcade, tu peux tout à fait. T'as un scénario qui est assez sympa, je vous l'ai évoqué, t'es au paradis, tu comprends que... Enfin, t'as tout un délire sur l'origine de ces personnages-là, donc les néons, donc t'as les néons de chaque couleur, néon white, néon yellow, etc., qui sont des personnages secondaires. Voilà, en gros, le côté VN, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est ça qui vous saoule, vous pouvez ou le passer, ou moi je vous encourage à vous y intéresser, parce que c'est plutôt assez sympa. Ils ont réussi à gamifier toute cette séquence de visual novel, parce que dans chaque sous-niveau, tu peux décrocher, en fait, tu peux trouver un cadeau. Et là, on va dire que c'est un itinéraire B. T'as ta course, et si tu t'en éloignes, t'as vraiment un cadeau qui est vraiment caché. Et en fait, à chaque cadeau, tu vas pouvoir aller voir tous tes personnages secondaires dans un hub, et en fait, tu vas leur offrir des cadeaux. Et ces cadeaux vont débloquer des dialogues pour mieux les connaître, mais vont aussi débloquer des quêtes secondaires avec des missions dédiées, avec des thématiques par personnage, et c'est grâce à ces cadeaux-là. Et t'as des jauges qui se remplissent de partout, ultra satisfaisantes, où tu fais, ah ouais, j'ai débloqué un cadeau, machin. Franchement, ça c'est quand même plutôt bien fait. Ouais, c'est le classique du visual novel, les affinités avec les persos, les cadeaux que tu offres et tout, pour débloquer des choses dédiées, quoi. Pour le coup, là, l'affiliation avec le visual novel est complètement légitime. Donc, voilà, si ça vous intéresse pas le VN, vous pouvez le zapper. Le cœur du jeu, c'est quand même tout ce versant arcade, et qui est ultra bien faite, ultra satisfaisante. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des guns. Les guns, les mitraillettes, les fusils à pompe ont plus de patates que de plein de FPS. C'est vraiment ultra bien fait. T'as aussi une courbe de progression qui est incroyable. C'est-à-dire que toi, au début du jeu et 10 heures après, t'as l'impression que t'es devenu meilleur et que t'es devenu un speedrunner. Le titre est pas spécialement dur en fait, mais il est tellement bien fait, il est tellement articulé avec son gameplay et son game design,
et sa maniabilité qui est uniquement à base de gâchettes, t'as l'impression d'être un poulpe et quand tu te regardes jouer, tu fais c'est moi qui fais ça, c'est incroyable, on me propose pour finir une mission de faire 30 secondes, je viens d'en faire 12, comment je fais? Et en fait, vraiment, c'est pas un truc de pro gamer, c'est tout à fait accessible. Et quand je disais tout à l'heure que chaque versant du jeu était très satisfaisant, bah c'est aussi le cas là, quoi. C'est que t'as l'impression, tu te sens, tu te vois monter en puissance, et ça c'est vraiment incroyable. Et chaque mission peut être poncée dès le début en fait. Tu peux faire tomber les chronos, c'est pas un mode. Faut jouer 2 heures pour gagner telle habilité, puis refaire des missions en arrière. Exactement. Chaque soumission est isolée. Chaque soumission a son level design, donc vraiment, on va dire la façon dont le niveau est construit, mais la façon aussi où sont placées ces fameuses cartes et ces fameux monstres. C'est extrêmement bien fait. Et en fait, tu vas tout droit, tu fonces et tu vas avoir un enchaînement d'attributs qui se sont donnés par ces cartes naturels. T'as un bouton qui te permet de changer l'ordre de tes cartes et donc l'ordre de tes attributs. Ben 90, hormis à la fin du jeu ou hormis si tu veux faire du platine, t'as pas à changer ça. C'est sauf si tu veux prendre des raccourcis ou des chemins de traverse, mais le jeu est prévu pour que tout s'enchaîne très vite. Ça, il a dû être playtesté lui, à foison. Quoi. Vraiment, ça c'est incroyable. Et pendant la chronique, je vous ai souvent parlé de scope, et là, je trouve que le design, l'ambition du jeu est ultra bien adapté, attention, à la Switch. C'est-à-dire que pas une seule fois, je me suis dit, c'est quand même dommage que ce jeu, il soit pas sur une console next-gen, il aurait été plus beau. Pas une seule fois. Le jeu, il est parfaitement adapté aux capacités de la console, ça rame pas, c'est ultra fluide. Alors évidemment, hein, le design, il est un petit peu enlevé, t'as beaucoup d'aplats, t'as beaucoup de... Voilà, c'est assez minime, on va dire, mais c'est ultra adapté, c'est ultra bien fait, et moi c'est rare, à chaque fois je peste, moi je suis l'inverse des gens qui disent c'est quand que ce jeu sort sur Switch. Moi souvent je te dis moi s'il y a plusieurs versions, je prends forcément la PS5 ou la Xbox parce que je joue pas en mobile hélas, mais justement pour bénéficier de la puissance des machines. Là non, j'ai le jeu sur Switch et j'en suis extrêmement content. Tu as joué en mode portable du coup, parce que c'est vrai que les gâchettes sont un peu plus... Pas du tout, alors j'ai joué uniquement sur la téloche avec la manette pro, mais ça serait, il est vrai très intéressant de voir si ça tient le coup en mode mobile. Je pense que oui, c'est juste que c'est un jeu qui se joue essentiellement avec les gâchettes comme tu viens de le dire, et je pense que c'est un peu plus brinque-ballant. Ouais, c'est qu'elles sont un peu fines et tout, c'est... Donc, je vous l'ai dit, vous l'avez sûrement compris, ce jeu c'est un énorme coup de cœur, mais il a un défaut, il a un seul gros défaut à mon sens, c'est que ce jeu, il singe Suda partout. De son moindre pixel, ça sent le Suda, mais il n'y a pas Suda. En gros, il manque Suda pour l'écriture, il manque Suda pour l'humour, il manque Suda pour la direction artistique, la musique. Même si la musique, franchement, l'OST de Neon White est incroyable, je me l'écouterai pas hors, je sais pas, parce que c'est quand même un petit peu stressant, tu vois, le palpitant, il y va. Alors, je suis bien conscient que c'est pas Suda qui compose la musique et qui n'est pas derrière la direction artistique, mais les jeux de Suda sont reconnaissables, tous. Suda, il est à la supervision de tous ces titres, et là, dans la DA de Neon White, il y a un peu de Martin Mystère. Alors ça, c'est Ken qui a inventé cette expression. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé Martin Mystère. Là, en Neon White, je trouve qu'on est un petit peu dedans. C'est quand tu veux faire du jump, mais que ça marche pas vraiment, quoi. Ouais, il y a un petit côté, qu'est-ce qui se passe? Le scénario, il est très sympa, mais il manque un petit peu de folie, il manque de décalé, et là, Damien va me tuer, mais ce jeu manque d'absurde. Il manque de Suda. Son Damien ne nous écoute pas, donc il ne saura pas. Mais là, vraiment, c'est tellement dommage. Tout dans Neon White fait très Suda, mais ça tape juste à côté. Ça ne gâche pas le jeu, je vous l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur. En revanche, il manque pas du tout Suda pour le gameplay. Ça, moi, Suda, je l'admire en tant que game design, enfin qu'artiste plus que game designer. J'aime pas spécialement ses idées de gameplay, bien qu'il arrive souvent à les twister, mais il y a toujours un problème. En l'occurrence, chez Suda, je trouve, de scope. C'est qu'il veut souvent en faire beaucoup plus que ce qu'il peut, et il met ça sous couvert de l'absurde et du décalé. Là, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise des ambitions et du budget. Et il faut Suda en consultant, là, s'il vous plaît. Là, peut-être un Neon White 2, je sais pas, c'est pas très possible vis-à-vis du scénario, mais voilà, je sais pas si je vous ai donné envie, je sais pas si je t'ai donné envie, c'est très très particulier. J'ai envie de l'essayer, ouais, j'ai pas eu l'occasion. C'est marrant, le peu que j'en ai vu, moi, ça me faisait penser à Bleach dans la D1, avec aussi un côté très épuré, beaucoup de blanc et tout. C'est le côté Shinigami, qui, côté très paradis, tout ça, t'as un twist. Un twist sur ce paradis, sur qui tu incarnes, qui sont ces néons. Donc c'est tout à fait logique avec Bleach, mais ouais, tu me diras si toi aussi tu vois l'ombre de Suda planer partout. Même à la fin des missions, les typographies, les animations qu'il peut y avoir, t'as vraiment l'impression que c'est du No More Heroes wannabe, mais
En tout cas, voilà, c'est quand même surprenant à plusieurs titres. Hein. On est du Annapurna, il y a du Smosh de Mansuda, c'est un jeu Switch. Que se passe-t-il? Voilà. Il est temps de partir en vacances. Je crois qu'il est temps de partir en vacances. Voilà pour cette chronique avec 3 jeux classiques, moyens mais importants et 2 jeux étonnants et surprenants. Voilà, on est... 5 jeux, une chronique, je pense que c'est un record. Hein. On va voir si l'an prochain tu fais mieux. Et la demi-douzaine, elle y est ou elle y est pas. Voilà, en tout cas, l'occasion de vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus à nous suivre, quelle que soit la plateforme. N'oubliez pas de vous abonner, et même de nous mettre un like. Vous êtes de plus en plus à commenter, ça nous fait ultra plaisir. On voit les stats qui montent et ça fait vraiment, vraiment plaisir. L'occasion, à chaque fois, je remercie, enfin, je fais la bise à Ken, à Damien et à Ludo avant d'annoncer le programme de la semaine suivante, mais c'est les vacances. On se retrouve la première semaine de septembre. On sait même le sujet, ça sera... Ouais, les jeux de l'été. Hein. Et comme tu l'as dit, n'hésitez pas à écouter peut-être des archives, des vieux podcasts, si vous n'avez pas certains que vous n'avez pas pu écouter à l'époque. Au-delà des Red Alert, on a quand même une variété d'émissions qui est plutôt étendue. On espère. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a de quoi faire en tout cas. Écoutez tout ça, c'est vrai que le Red Alert, c'est un peu d'actu, mais on essaye à notre mesure de faire des chroniques un petit peu plus transversales qui peuvent, on l'espère, vous intéresser même hors contexte. Voilà, c'est la dernière émission pour Third de l'été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres, il y a pas de Third émission, il n'y a pas de Third Strike. On va revenir avec plein de choses et plein de nouveautés à la rentrée. Si vous êtes parisien ou si vous faites le déplacement, n'hésitez pas à venir nous voir à la Japan Expo. Hein, on y sera du 14 au 17. En tout cas, on espère qu'on va pas choper des choses, des Covid ou des trucs. Ou des coups de soleil. Ou des coups de soleil, on sait pas. Venez nous voir, hein, on est au Hall B, on aura des casquettes comme ça. Et, venez nous saluer. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. On aura des belles choses. On aura du Death Note, du guide Japon, enfin, du Voyager au Japon volume 2, de l'attaque des Titans en First Sprint. On aura plein de trucs. On sera content de vous voir. Ouais, il y aura même des auteurs en dédicace. On a communiqué là-dessus sur les réseaux. Donc on en a 6. Et quand on a peur d'en oublier un, on vous dit pas qui. N'hésitez pas à nous suivre partout. On vous remercie encore chaleureusement et on vous dit à dans 2 mois. Bye bye, bonnes vacances à vous. Bye bye, bonnes vacances.